Aujourd'hui, Georges Beaudoux, écrivain du réel calédonien. C'est tout de même un témoin de son temps, d'abord parce qu'il est le seul à avoir autant écrit à l'époque et est vraiment totalement de l'intérieur de la Calédonie. Grand-père a laissé un héritage fabuleux, même des manuscrits de nos jours inédits. J'ai découvert finalement aussi que les regards sur le monde kanak dans son œuvre étaient différents, voire divergents. C'est-à-dire qu'il a beaucoup appris par lui-même. Parce qu'au départ, mon grand-père n'a pas fait de grandes études. Et il a appris beaucoup par lui-même. Je me rappelle, il nous dit que je le voyais quand on était à Oilou. Son livre de chevet, c'était le dictionnaire. L'intérêt qu'il a, en tout cas, c'est déjà de le lire et d'avoir du plaisir à le lire. Bonjour à tous. Georges Beaudoux, vous venez de l'entendre, reste encore très vivant dans la mémoire calédonienne. Homme pluriel, à la frontière du 19e et du 20e siècle, il fut successivement pêcheur, stockman, prospecteur, puis écrivain. Il nous a laissé en héritage par ses écrits une photographie de ce temps passé, un patrimoine qui résonne en chaque Calédonien d'aujourd'hui. C'est à Paris que naît Georges Beaudoux, le 28 mars 1870. Il s'éveille à la vie dans le 18e arrondissement, près de l'avenue de Clichy, nous dit le révérend père Aurélie dans sa biographie. On trouve dans ses ascendances des ouvriers agricoles du côté de François le père, et des typographes et des fermiers du côté de sa mère Marguerite. Ses parents partent pour la Calédonie en 1874. À bord d'un voilier, ils parcourront les océans, s'arrêteront au Brésil et arriveront à Nouméa le 4 janvier 1875. Son père d'origine parisienne, sa mère d'origine lorraine de langue allemande, donc de l'Alsace-Lorraine. Bernard Gasser, enseignant et écrivain. Et ils sont venus en Nouvelle-Calédonie, lui, comme surveillant militaire du bagne. Ce métier du père, François Beaudoux, va-t-il finalement avoir une influence sur le fils qui va être au contact peut-être de cet univers pénitentiaire de l'époque ? Certainement, peut-être pas le contact des parents, mais le contact du milieu, oui. Le contact est très fort dans certaines nouvelles. Il y a quand même de nombreuses nouvelles qui concernent le milieu des bagnards. Alors, j'ai déjà dit, bien sûr, les bagnards du Nord, mais aussi des textes dont l'histoire vient de l'île des Pins, le milieu des communards de l'île des Pins, mais aussi le milieu des droits communs de l'île Nou. Il est certain que ce qu'il a vu nourrit son imagination. Peut-être son avantage est d'avoir vu dans son enfance, et ensuite d'avoir, en lisant, désiré bien apprendre à lire, à écrire et restituer tout cela. Extrait de Sibu. À cette époque lointaine, autant que les yeux des enfants qui magnifient toutes les choses peuvent voir juste, la ferme Nord dérouler un panorama enchanteur. Regardez plutôt. Une petite anse d'allées de corail multicolores qui miroitait au fond d'une eau limpide. La plage de sable frangée de varech allongeait sa bande blanche éblouissante de soleil. Et aussitôt, une végétation d'un vert si intense qu'il semblait bleu. Quelques arbres penchés en bordure de la grève et des rectangles de luzerne, des carrés de maïs, des losanges de manioc. La marche à travers cette végétation rectiligne était assurée par des allées bordées de vétiver, tout le long des fossés où sautaient les grenouilles. Un agent de culture de l'administration pénitentiaire présidait aux destinées de ces champs. C'était joli, il n'y a pas à dire. Mais voilà le contraste, l'antithèse. Malgré la beauté de ce site enchanteur, la ferme Nord était une géhenne, le dépôt de tous les estropiés du bagne. Une cour des miracles. Les mutilés, les épileptiques, les cardiaques et autres déchets d'humanité incapables d'un travail normal étaient asilés en ce lieu. Selon les dispositions de leurs mains et leurs aptitudes, ces impotents étaient employés à des petits ouvrages utiles. Finalement, le jeune Beaudoux fréquente un peu l'école, celle des enfants de communards à l'île des Pins. Et pendant quelques mois, l'école communale de Nouméa. Il sera élève de M. Surlot. Mais tout de même, cela n'alla jamais bien loin, nous dit Georges Beaudoux, son petit-fils. C'est-à-dire qu'il a beaucoup appris par lui-même.
Parce qu'au départ, mon grand-père n'a pas fait de grandes études. Et il a appris beaucoup par lui-même. Je me rappelle, il nous dit que je le voyais quand on était à Wailoup. Son livre de chevet, c'était le dictionnaire. Voyons cette ambiance sur cette vie à l'école avec un extrait d'une nouvelle intitulée « Première récompense scolaire ». C'est de l'histoire ancienne qui touche à de l'actualité. Cela se passait à l'île des Pins en l'an 1877. Devant cette case, 6 poteaux plantés en terre portent un toit de paille posé comme un dé sur ses hampes. Sous ce hangar s'agite une douzaine de gosses de tout le monde. Petits communards et petits versaillais, pêle-mêle, s'amusent sans divergence d'opinion. Mais qu'importe la tenue, ces quelques gosses sont tous assis sur des planches en grumes autour d'une table de bois brut. C'est une école improvisée, ainsi qu'il en existe plusieurs dans l'île pour les enfants éloignés des camps. Il faut les instruire, que diable. On ne doit pas maintenir le peuple dans l'ignorance afin de l'asservir. Le professeur, un homme jeune, licencié ès-lettres, parlant quelquefois latin avec l'aumônier en tournée, c'est un intellectuel révolté, un Jacques Vintras avant la lettre. Un disciple de Rochefort englobé est pris dans la commune. Le gouvernement de Thiers s'en est débarrassé en le déportant avec une fournée de ses amis politiques, des communards. Nous voici en 1902, Georges Baudoux est âgé de 12 ans et sa mère décrète « Le moment est venu de te chercher un état ». De son côté, le père de Georges est révoqué de l'administration pénitentiaire, il avait refusé une mutation. Ainsi, le jeune Baudoux entrera-t-il comme apprenti à l'imprimerie de la France australe. Il est d'abord coursier. Il fait les commissions pour le journal et puis il distribue le journal. Bernard Gasser. Ensuite, il compose lui-même des textes et c'est là qu'il apprend à lire les grands textes puisqu'il les compose lui-même. Cette vie lui paraît rude, il comprend qu'un sou est pénible à gagner. Pourtant, 1 an plus tard, il est prote, chef d'atelier typographe, et le contact avec la littérature est enclenché. Mais l'âge des expériences a aussi sonné pour Georges Baudoux. Après avoir acheté un bateau en commun avec des amis dont Jules Talon, Ribes et Saintonge, Georges Baudoux s'offre une embarcation à lui tout seul. La surprise est tel un capitaine courage, il part, insouciant et hardi, pêcher pour son propre compte. Il a un bateau qui monte sur la côte et qui va jusqu'à Koumak, ce qui est à l'époque une assez jolie expédition. Amateur de pêche, amateur de mer, amateur de terre, amateur de vie sous toutes ses formes. C'est très certainement un jeune homme plein de santé et de vie. Donc il pêche le troca, la biche de mer, ça c'est pour se faire un peu d'argent ? Oui, bien sûr, oui. Il a envie, il fait vivre certainement sa mère et sa sœur. Oui, sans doute. 1887, François le père meurt. Georges est alors âgé de 17 ans. Il poursuit son activité de pêcheur et pendant 4 ans sillonne l'océan de la côte ouest au nord. À cette époque, la vie sur le caillou est parfois périlleuse. Pionniers et aventuriers cherchent fortune, libérés du bagne ou évadés sont dans la nature. C'est aussi le temps d'une rencontre humaine et forte avec les Kanaks. C'est vrai, fortement marqué par la rencontre des Kanaks, dont on ne sait pas très bien ce qu'ils pensent, comment ils les voient, même si certains écrits le laissent supposer. Comment les voit-il ? Et il voit en eux, à sa manière d'ethnologue amateur, il voit en eux les ancêtres actuels des Européens. Donc pour lui, il voit les ancêtres de l'humanité tout entière, ses propres ancêtres, et il imagine évidemment les progrès de la civilisation à partir de cela. Mais ça n'est pas seulement une vue d'ethnologue, c'est la vie elle-même. Il vit avec, il aime vivre avec eux, il aime entendre des histoires, et puis il aime les popiner. Et ses premières amours ne le détourneront pas de son envie de savoir et d'instruction. Sur son bateau, le dictionnaire est toujours son livre de bord. J'ai appris toute la mythologie dans le dictionnaire Larousse. C'était le seul livre que j'avais à bord. Le soir, lorsque, mouillé sous le vent d'un îlot, j'attendais la bonne marée pour commencer ma pêche, que mon bateau me berçait lentement,
Je lisais, à la lueur d'un fanal ou d'une bougie, le dictionnaire. J'apprenais le français, la mythologie. Je voyais une gravure représentant un dieu ou une déesse quelconque, fils ou fille de un tel. J'allais chercher ce qu'était ce un tel qui lui-même avait comme parent ceci, cela. Je recherchais ceci, cela, etc. Et je suis arrivé à tout connaître. Tout connaître et multiplier les expériences, c'est aussi la quête de Bodux. Alors, de pêcheur à stockman, il n'y avait qu'un pas, et Georges Bodux le franchit aisément. À 22 ans, le voici embauché comme stockman dans la station d'élevage d'un Australien, le père King, puis plus tard chez Le Verrier, et encore plus tard chez le comte. À cheval du matin au soir, il mène la dure vie de l'éleveur, toujours par monts et par vaux, rusant avec le bétail qui cherche les recoins le plus secrets de la forêt pour se cacher, le contraignant finalement à descendre au calicot vers les enclos de la station pour être rassemblé, marqué ou vendu. Il dresse des chevaux entiers, s'empare de taureaux sauvages, fait des conduites, surveille les indigènes chargés de l'entretien des barrières, ceux-là même qui servent de piétail pour déloger le bétail dans les endroits inaccessibles aux cavaliers. À la veillée, ces Kanaks racontent leurs légendes. Il les écoute, intéressés. Il les questionne et peu à peu se familiarise aux méandres secrets de leur mentalité. Dans sa vie active, bon, là je pense que c'était un authentique broussard. Alain Martin, enseignant et auteur d'une thèse sur Georges Bodux. Très fier là justement de l'idéologie de l'aventurier colonial, mais l'aventurier individualiste, hein, celui qui se fait tout seul. D'ailleurs, il avait mépris pour les broussards des villages qui réimportaient le modèle français. Lui, il voulait finalement vivre une aventure. Et l'aventure continue justement pour Georges Bodux. Après les métiers de pêcheur et de stockman, il se sent attiré par le métier de mineur. En 1895 et 96, il se fait engager sur les mines d'un certain Lucien Bernheim, le mécène de la bibliothèque du même nom. Bodux a 25 ans, un cheval, une selle et un barda. Le voilà mineur et quelque temps après, avec l'expérience de l'âge et des qualités d'entrepreneur, il déclare à son tour des mines de cobalt et de chrome. Mais pour réussir, il se documente auprès des géologues et des géomètres. Surtout, il retrousse ses manches et travaille. À l'époque, pour la main-d'œuvre disponible, on n'a guère le choix et le Nord est peu sûr. La région de Koumak est dure. La justice à PAM est tout à fait épisodique. Et puis chacun fait à peu près ce qu'il veut. C'est la loi de la jungle, comme pas mal d'épisodes de sa vie le montrent. Il faut être ferme avec les bagnards en particulier, les employés parce qu'ils ont besoin d'être employés. Et là, ce que fait Georges Bodux est remarquable. C'est arriver effectivement à les employer alors que d'autres refusent de le faire. Et en même temps d'essayer de les canaliser. Écoutons un extrait d'une nouvelle intitulée Cloto sur l'ambiance minière à ce moment-là. Les êtres qui dorment sous ces toits de chaume dans un nirvana d'oubli sont des parias, des maudits. La plupart de ces hommes, après avoir accompli leur peine, sortent des travaux forcés. Ils sont en règle avec les lois, mais la vindicte publique se souvient. Quant aux autres, ce sont des forçats évadés du bagne, par raisonnement, enfin d'ignorer d'où ils viennent. À quoi bon rechercher des complications? Ces hommes sont capables de gagner leur pain. Les ouvriers sont rares. Au lieu de les laisser vivre de rapine, de vol, de brigandage et de les avoir contre soi, il est plus logique de les accepter au travail au même titre que les autres lorsqu'ils en expriment le désir. En somme, beaucoup de dévoyés et de malchanceux mélangés à de cyniques bandits. Ce qui constitue une moyenne d'humanité encore maniable, une main-d'œuvre utile à la collectivité. Les bons font passer les mauvais. Il faut dire que Bodux en impose. Sa force physique, mais surtout sa droiture, sa franchise et sa justice lui servent tant auprès de sombres brutes que d'honnêtes garçons. Et cette vie à la dure, il en fait même une chanson, la chanson des cobaleurs. Pour faire un bon cobaleur, nom d'un chien, il faut arriver à l'heure au turbin.
Il ne faut pas être rosse pour monter 40 molosses tout en haut de notre bosse à les reins. Lorsqu'on pique dans le cobalt, ça va bien. Mais s'il n'y a que pot de balle, cré coquin, il faut faire du terrassement et pousser de l'avancement. Oui, c'est ça qui est marrant, sale turbin. C'est en 1897 que Georges Beaudoux se marie avec Jeanne Loquet, une Lorraine au caractère bien trempé, nous dit Bernard Gasser. Elle vient du nord de la France, donc jeune fille de colon, élevée de manière extrêmement sévère, extrêmement dure, dans une région qui est en pleine exploitation et qu'on veut absolument développer. Donc elle est nourrie très certainement pas par l'ambition, mais par la vie des broussards qui cherchent à s'enrichir certainement, mais à faire évoluer le pays suivant les techniques de la colonisation française. De cette union naîtra d'abord un fils, Frédéric. Il décédera 9 mois plus tard. L'année d'après, alors que le couple est installé à Coumac, un autre enfant naîtra, une fille. Elle se nommera Aline. Puis viendront d'autres enfants, Franck en 1901, mais il meurt en 1902. Naît alors une deuxième fille, Yvonne. Jeanne s'occupe alors d'un bazar-épicerie. Georges est souvent sur les routes, sur les mines, entre Coumac et Néoué. Des séparations qui n'arrangeront pas la vie sentimentale du couple, d'autant que Jeanne apprend quelques tromperies de son mari. Oui, c'est vrai, il y a cet épisode, elle est extrêmement jalouse et extrêmement stricte. Lui, léger, donc apparemment il n'a pas renoncé à ses anciennes habitudes, et effectivement c'est le drame. Et le divorce ? Et le divorce, difficilement acceptable à l'époque, à la demande d'une femme, et pourtant c'est bien ce qui a lieu. Bon, elle avait effectivement beaucoup de caractère. Après ce divorce, Georges Beaudoux se remarie en 1904. Elle s'appelle Marie Bonnet de la Borgne, elle a 19 ans et c'est la belle-sœur de son ami Jules Talon. Après un court voyage en France, le couple s'installe à Connay, près de la montagne Cativiti. La vie reprend et 2 enfants naîtront de cette union en 1906 et 1908, Marcel et Georges. Georges Beaudoux est aimé et apprécié par son entourage. Pour les Blancs, il est Monsieur Georges et pour les Kanaks, il est Thios, prononciation de son prénom en langue. Le surnom Thios date très certainement des années 1895-1900, mais c'est pas un véritable surnom, c'est une transformation de la prononciation de son nom par les Kanaks. C'est peut-être pour cette raison-là qu'il y tient. C'est pourquoi Georges Beaudoux, ça donne Thios en langue kanak ? Dans pas mal de langues, c'est Dios. Pour Georges ? Pour Georges, oui. Ah oui, donc il garde ça parce que ça lui plaît. Oui, absolument. Mais c'est vrai que c'est une manière de se placer par rapport au kanak. Ce sont les années où Beaudoux écrit des sonnets, nostalgie, puis un récit en argot du bagne, comment on s'évadait de la Nouvelle-Calédonie, daté de mars 1913. Est-ce que cette nouvelle reprend des mythes fondamentaux, selon vous ? Lesquels ? Bon, l'évasion, c'est toujours... bon, justement, on parlait de quelque chose de fascinant. C'est toujours fascinant quand on est renfermé, de trouver un moyen de s'évader. Michel Soulard, enseignant et préfacier de Georges Beaudoux. Le titre même, d'ailleurs, de la nouvelle lui-même, hein, comment on s'évadait de Nouvelle-Calédonie, suffit à lui-même et contient toute cette attraction de l'évasion. Et donc ici, par contre, on ne peut pas parler d'évasion réussie puisqu'il y a 3 évasions qui sont racontées, 2 qui amènent à l'échec et la 3e également. Et je dirais que la 3e qui semble la plus réussie est en fait aussi un échec puisqu'elle amène dans une autre prison qui est l'île. Et c'est là qu'effectivement on retrouve le 2e mythe qui est celui de Robinson, l'île sur laquelle on arrive complètement démuni et sur laquelle on va devoir survivre. C'est un récit à la première personne que Beaudoux emploie. Il a pris ce parti de faire parler le personnage, ce qui lui permet d'ailleurs d'être beaucoup plus libre dans l'utilisation de cette langue de l'argot du bagne.
Et d'ailleurs, son ton est très humoristique. Ah oui, alors ça, tout à fait, parce que c'est ce que je disais, ils prennent la vie à la légère, et même la mort aussi à la légère, ce qui, là encore, est tout à fait caractéristique de ce type d'homme, de tête brûlée, en quelque sorte. Alors vous parlez d'argot, finalement, c'est un peu un témoignage de cette langue parlée par les condamnés de la Nouvelle-Calédonie à cette époque-là. Oui, je pense que c'est un témoignage. Bon, on peut aussi penser que Georges Beaudoux a pu lui-même rajouter certaines expressions qu'il a pu lui-même transformer à la manière de ce qu'a fait Céline, par exemple, mais certainement qu'à la base, il est parti de termes, d'expressions, de langues qu'il a pu entendre lui-même. Et cette langue est le résultat de croisements, de rencontres, de toutes sortes de réseaux. Et c'est une langue qui vit, certains termes, peut-être certains termes n'ont-ils été employés qu'une fois ou deux, peut-être d'autres au contraire, sont employés depuis très longtemps. C'est très variable, quoi. Il était très difficile de faire le bilan, en fait, ou faire le tableau de cette langue. Alors justement, est-ce qu'on peut dire que le texte a un intérêt linguistique ? L'intérêt qu'il a, en tout cas, c'est déjà de le lire et d'avoir du plaisir à le lire, de plaisir à lire certaines expressions. Je pense comme ça de mémoire à la première qui est employée, « mets-y une banane pour dire tais-toi ». C'est déjà donc quelque chose qui est assez amusant. D'autant plus amusant d'ailleurs que j'ai entendu dire, moi, quelqu'un de Bourail m'a dit que cette expression ne lui était pas inconnue, qu'il l'avait entendue dans son enfance. Alors vous voyez que ça nous montre aussi que une expression qui paraît complètement inventée ne l'est peut-être pas. Elle a peut-être été employée comme cela à cette époque d'une manière courante. Écoutons se parler du bagne, cet argot à la limite du vulgaire, avec un extrait de Comment on s'évadait de la Nouvelle-Calédonie. Voilà-t-il pas qu'un matin, on aperçoit une fumée au loin. Ça approchait, ça venait sur nous. C'était un vapeur. Nous étions sur sa route. Merde! Nous baissons la voile pour qu'il ne nous allume pas. Mais va te faire foutre! Il continue à avancer et finalement, il nous accoste. Il croit d'abord que nous sommes des mecs en détresse, des naufragés. Mais en voyant toute la camelote dans le bateau et nos gueules rasées avec des barbes en brosse longues d'une 12aine de jours, il nous emballe. Nous étions fricassés. Il hisse notre rafio à bord du leur. C'était encore des salauds d'Angliches. Ils nous ont laissés en liberté sur le pont, à l'avant, mais il y avait toujours un de ces gonziers-là qui faisait gaffe. C'était-il pas malheureux, ça? Être arrivé jusque-là, tout près de l'Australie, et se faire cuire en mer. Ah, j'en avais marre. J'étais écœuré. Ce coup-là, ça n'a pas traîné. On nous a débarqués à Sydney. Il y avait des gardiens de la prison qui m'ont reconnu, ils m'ont traité comme l'enfant prodigue. Ces mufles-là, ils s'amusaient à me charrier en me disant « Poor fellow, you have not chance yet, perhaps next time you will be more happy ». Nous n'avons pas moisi là. Un mois après nous être trottés de la mine La Pilou, nous étions à l'ombre, à l'île Nou. J'ai encore ramassé 20 berges de travaux pour le barbotage de la Canfouine, et 2 ans de réclusion cellulaire pour escapade. C'était comme si j'étais condamné à perpète à user le soleil avec une pierre ponce, quoi. Je n'ai pas tiré mes 2 berges de réclusion à bloc. Au bout de 8 mois de ce régime cellulaire, je commençais à devenir louvetingue. J'ai manqué de crever. On m'a fichu à l'hôpital. Le major, un bon type celui-là, il m'a pris sous sa protection. C'était un homme. Si un jour je peux lui rendre service, on ne sait jamais. Il a fixé une époque. Bernard Gasser. En tout cas, dans quelques textes écrits dans la langue des Bagnards, il a fixé une époque qui a réellement totalement disparu maintenant. C'est-à-dire que quand on relit Beaudoux, c'était la façon dont on parlait à l'époque, mais c'était quand même un argot, il y avait des choses qui étaient un peu dures à l'oreille. Oui, mais enfin, la langue n'est pas forcément douce, surtout la langue de ceux qui la manient dans des circonstances qui sont dures. Un argot, effectivement, s'est formé. Ce que Beaudoux en écrit en reste un témoignage.
Bon, l'œuvre de Baudou, effectivement, sa particularité, son style, sa saveur, c'est surtout d'avoir pu mélanger ces différents parlers. Alain Martin. Et surtout pour la mise en scène de l'argot des bagnards, bon, qui est absolument étonnante et même difficile à lire, parce que je me suis servi du dictionnaire de l'argot et parfois j'avais du mal même à comprendre les différents extraits. Mais là où est, on peut le dire comme la supercherie, ou bien le seul moyen qu'il avait, c'était pour faire parler le kanak. Alors donc, un étranger ou un métropolitain pourrait croire qu'il n'y a qu'une seule langue en Nouvelle-Calédonie. Et donc, à aucun moment, il laisse apparaître qu'il y avait 36 langues, et donc il a finalement fait un peu parler le kanak en mauvais français. Donc il a inventé une langue d'un peuple qui était dans l'oralité. Absolument, il a inventé une langue et pour montrer que c'était une langue kanak, malgré tout, il a retranscrit des vraies onomatopées, comme les oum, quand les chefs parlent et ainsi de suite. Donc il y a ce que j'ai appelé la sonorisation du récit, où on peut voir apparaître d'authentiques l'autre. Alain Martin. Et qu'on ne comprendra rien à la société kanak sans savoir que c'est une société qui était avant tout basée sur le sacré, sur la puissance des mythes. Donc je pense que ce sacré, ce rituel, ce qu'on appelle maintenant la coutume, existe et nécessite une approche, une rencontre, un dialogue pour effectuer ce fameux destin commun. Georges Beaudoux, écrivain du réel calédonien, fin de la première partie. Nous aborderons la vie de l'écrivain dans la suite et la fin de notre documentaire radio.